retrouver pour les webinaires de French Morning comme tous les mardis midi côte est des États-Unis, 18h en France. Je suis Romain Poirot, associé de French Morning Media Group, le média pour les Français expatriés aux États-Unis depuis 2007, expatriés aussi au UK, au Canada, et puis plus récemment sous la marque Français à l'étranger, partout dans le monde. On est en direct sur Zoom et sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite. L'idée aujourd'hui, on va faire un format un peu différent. Si jamais vous avez déjà suivi des webinaires avec Givenchy ou Manuel, l'idée aujourd'hui c'est d'échanger et vraiment d'avoir une interaction moins qu'une présentation formelle comme on a pu faire dans le passé. Donc, comme vous le savez, le sujet aujourd'hui, c'est comment financer et comment gérer, trouver un investissement locatif en France depuis l'étranger, rentable si possible. Pour ceux qui ne les connaissent pas déjà, les deux experts du jour sont Givenchy Niver, pardon. Elle a 15 ans d'expérience en prêt immobilier pour les non-résidents et expatriés. Elle a traité plus de 600 dossiers avec son équipe sur les dernières années. Le deuxième, c'est Manuel Ravier, cofondateur de la société investissementlocatif.com. Il a, je pense, déjà fait investir plus de 500 millions, peut-être que le chiffre n'est pas à jour, mais dans l'immobilier ancien. Donc, il fait investir ses clients partout en France. Et il a aussi un patrimoine personnel en investissement locatif important avec son associé. Donc, je vous le disais, l'idée c'est d'avoir un échange aujourd'hui. Donc, posez vos questions. On va répondre à toutes vos questions. Manuel, bonjour. La première question que j'ai Salut. pour toi, c'est quels sont les critères prioritaires à analyser pour trouver le bien réellement rentable depuis l'étranger? C'est quoi pour toi les secrets pour trouver ce bien? Déjà, bonjour Romain. Moi, je suis basé à Paris. Je crois que j'ai menti, t'es à côté de Paris. On a chaud, on est en canicule là, en France. Donc voilà. Donc, si je bois de l'eau, ne vous formalisez pas. Quel est le premier critère pour trouver des biens rentables? Le premier critère pour qu'un bien soit rentable dans la durée, ça va être sa localisation. On dit souvent qu'en matière d'immobilier, il y a trois critères à prendre en compte quand on achète de l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et la logique, c'est ça, c'est d'être dans une ville où on a validé la dynamique de marché sur la partie locative et une ville où vous allez pouvoir potentiellement revendre demain parce que ça va être une ville où tout simplement il y a un dynamisme économique et qu'il y a de la demande. Ça peut être de la demande sur des étudiants, sur des jeunes actifs, sur des primo-accédants. Voilà. Donc on va nous analyser à chaque fois la dynamique des villes et au sein des villes, toujours l'emplacement, puisque à l'autre. C'est marrant, j'ai un copain hier qui me disait qu'il était à Marseille et il est ami avec la BRI et la BRB, donc des services de police d'élite en France, Romain, et il me disait ça, c'est un ami à moi, très bon ami, et ils sont très copains, et il me disait qu'il était à un concert à Marseille, qu'ils ont fait le tour en fait de quartiers un peu compliqués. Les quartiers nord, par exemple, les quartiers nord, c'est un endroit où on va pas forcément aller investir parce que c'est gangréné par des dealers, etc. Moins à Marseille, il y a aussi des zones hyper intéressantes. On a des zones très valorisées. Pour ceux qui connaissent, par exemple, le 8e arrondissement de Marseille, mais il n'y a pas que. On peut être près du Vieux-Port et on peut être sur des quartiers de Marseille qui vont être mixtes, où on va avoir des quartiers montants avec des endroits à la fois sécurisés, mais pas non plus à 10 000 euros le mètre, comme on peut le retrouver à certains endroits dans Marseille 8e. Et donc, on va essayer, nous, à chaque fois, de détecter au sein des villes quels sont les quartiers montants, quels sont les quartiers en gentrification, c'est quoi? C'est d'anciens quartiers populaires qui se sont dynamisés. Si vous connaissez par exemple Paris, moi je vis, on a des bureaux dans le 11e arrondissement de Paris. À Paris, la rue Jean-Pierre Timbaud, par exemple, dans le 11e, près d'Oberkampf, c'était un coupe-gorge il y a 15 ans. Il y a 15 ans, c'était un coupe-gorge, il y avait eu des articles, il y a eu des meurtres, etc. Aujourd'hui, c'est un quartier hyper valorisé, un des plus recherchés de la capitale pour la classe d'âge de 20 à 30 ans, parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de bars, beaucoup de vie nocturne, une bonne vie nocturne, des restaurants gastronomiques, etc., qui s'installent, ça bouge en fait tout simplement. Et ça, c'est typiquement un pari pour ceux qui ont investi il y a 10 ans dans l'11e. C'était un super pari parce que ils ont investi à 6-7 000 le mètre. Aujourd'hui, ça vaut 10-11 000. Et surtout, il y a une tension locative maximale. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'analyser. C'est quelles sont les villes les plus rentables et quels sont les endroits où on voit une tendance de marché avec des prix qui ont tendance à augmenter et des choses, des grands projets dans la ville qui arrivent, comme c'est le cas par exemple à Toulon, comme c'est le cas au Havre.
et où on a des villes qui se sont transformées et on essaie de prendre cette vague de transformation. Et ce qui est assez drôle dans l'investissement immobilier, enfin drôle, je sais pas si c'est le mot, c'est qu'en fait, ça change de ville. Moi, ça fait 15 ans qu'on fait ce métier, qu'on accompagne des investisseurs. Et par exemple, il y a quelques années, on a fait beaucoup de projets pour des clients à Lille. Les prix de l'immobilier à Lille se sont valorisés. Ça ne veut pas dire que la ville est moins intéressante, mais ça veut dire que les prix, il y a eu un rattrapage de marché, ils sont remontés assez fortement, année après année. Ils ont attiré des investisseurs, des primo-accédants, des gens qui sont installés. Et aujourd'hui, Lille, bah, on y va un petit peu moins, sauf pour des clients qui veulent investir spécialement à Lille parce que les rendements se sont tassés et donc c'est moins intéressant d'investir. Je prends un dernier exemple. On a la ville de Nantes où moi j'ai des copains entrepreneurs qui ont bougé des boîtes assez importantes, hein, notamment une boîte qui s'appelle Fago. Je sais pas si vous connaissez, ils plantent des arbres quand ils vendent des chaussures. Très très belle PME française, donc vraiment incroyable. Ils sont dans le prêt-à-porter, mais ils cartonnent. Et cette boîte-là s'est déplacée de Paris à Nantes il y a, je crois, 6 ans. À ce moment-là, Nantes avait le vent en poupe pour les entrepreneurs, pour tout le monde. Et aujourd'hui, Nantes, malheureusement, s'est dégradée en extrême gauche avec l'extrême gauche ultra violente, parce que sinon, il n'y aura pas de problème. Beaucoup de manifestations, de la violence dans le centre. Donc, c'est une ville qu'on essaye d'éviter, où beaucoup de gens se sont détournés finalement de Nantes. Ça reste une ville qui peut être agréable à vivre, mais voilà, il y a des problématiques qui font qu'on va aller plutôt sur d'autres zones géographiques. Voilà, donc ça, c'est constamment mouvant. Il y a des choses quand même qui restent, il y a des zones qui restent quand même des zones patrimoniales par excellence. Si je pense aux villes comme Bordeaux, bien que les rendements soient faibles, je pense à Paris, une capitale hyper dynamique, capitale mondiale. Je pense à la Côte d'Azur qui attire beaucoup de clients expatriés, où on sait que même si les rendements ont tendance à se tasser parce que les prix montent, on reste sur des zones hyper intéressantes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, Romain, je t'en prie, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. C'est très clair pour moi. Emplacement, 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 quelle que soit la ville de France. Euh, Givenchy, bon, une fois qu'on a trouvé, il faut qu'on finance le bien. C'est qui les banquiers qui prêtent le plus facilement aux expatriés en ce moment? Ah, si seulement je pouvais te répondre aussi facilement. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis courtière en prêt immobilier spécialisée pour les non-résidents, les expatriés et les acheteurs étrangers. On est basé à Saint-Germain-en-Laye. On est une équipe de 6 personnes. Alors, pour répondre à ta question, à savoir, est-ce qu'il y a des banques, on va dire, est-ce qu'on peut donner une liste de banques qui sont capables de financer les non-résidents, les expatriés? C'est assez compliqué. Moi, je dirais plutôt que les banques, ça tourne régulièrement. Donc, c'est selon des quotas, selon des profils, selon les contreparties, selon si l'agence est en sous-effectif. Tout dépend du profil des emprunteurs. Donc, nous, on est capable d'identifier lorsqu'on reçoit un dossier, soit un dossier qu'on a sur lequel on doit faire une étude financière parce que le client il est au début de sa recherche, il va acheter sa résidence secondaire en France et il ne sait pas par quelle banque passer et par quelle étape passer pour obtenir son financement ou tout simplement savoir combien il peut emprunter. Donc ce sont des clients qui passent par nous et ils nous posent la question combien je peux emprunter et à quelles conditions. Et c'est à ce moment-là que nous on va regarder s'ils sont déjà préqualifiés, s'ils peuvent obtenir un financement avec une banque plutôt traditionnelle ou banque privée. Les questions se posent à ce moment-là, est-ce que j'achète en nom propre? Est-ce que j'achète avec monsieur? Parce que moi, je travaille, monsieur ne travaille pas, ou je travaille, madame ne travaille pas. Donc, toutes ces questions-là, on va dire, assez importantes sont posées au début afin de calculer le taux d'endettement. Et ensuite, une fois qu'on a bien identifié le profil de nos clients, de nos acheteurs, on est capable d'identifier la liste des banques qui sont susceptibles de les accompagner au moment du dépôt de dossier. Il faut savoir que les banques, c'est par moment, comme je disais. Donc, il y a des banques, elles vont vous dire, là, sur ce mois-ci, je vais faire beaucoup d'expatriés non résidents. Après, le mois de juin, juillet, août, elles vont être un peu moins réactives. Tout simplement, elles n'ont plus le temps de gérer ou parce que le directeur n'est plus là. Donc, ça tourne. Donc, c'est très difficile de te répondre Ok. rapidement si je peux te donner une liste. En tout cas, ce qui est sûr, toutes les banques françaises sont capables de vous accompagner, que vous ayez un compte ou pas un compte dans cette banque, il est possible d'avoir un prêt. Ça, c'est possible. Faut juste qu'elles en aient envie. C'est juste qu'elles en aient envie et qu'on Et, est capable de bien présenter le projet, la et rentabilité du toi, projet. et toi, ton secret, c'est que tu sais qui a envie à quel moment, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, je fais des Ok. matchmakers. Donc, je vais regarder le Ok. profil de mon acheteur, je vais regarder l'envie de mon banquier et je les mets Ouais. ensemble. Ok. Ok. Top.
Tu travailles avec combien de banques comme ça, par curiosité? C'est Nous, si 10 je regarde banques, c'est Non. 50 banques? En fait, j'ai envie de dire que je travaille plutôt avec une quinzaine de banques. Ce sont des D'accord. banques, parce qu'on va parler des banques régionales. La banque, on va dire Crédit Agricole Brie-Picardie, par exemple, ne va pas avoir du tout les mêmes conditions que le Crédit Agricole Auvergne ou Crédit Agricole Occitanie. Chaque banque va avoir des conditions très, très différentes, malheureusement, et c'est ça qui fait la beauté de notre métier, c'est qu'on doit contacter individuellement chaque régional, chaque caisse régionale, afin de savoir si on peut déposer nos dossiers chez lui. Ok, parfait. Ben, merci. Si vous avez des questions là-dessus, allez-y dans le Q&A. C'est juste en bas là. Si vous êtes sur LinkedIn, posez vos questions. Ça doit être par là ou par là. Elles m'arrivent directement, donc je pourrais vous poser des questions à l'audience. Euh, Manuel, pour les gens qui veulent acheter cash, est-ce qu'on peut faire des opérations rentables aujourd'hui en France quand on paye cash? On peut faire des opérations rentables si on paye cash, mais c'est pas forcément ce qu'on va recommander. Pourquoi? Parce qu'en matière d'immobilier, il y a plusieurs façons de s'enrichir, en fait. Le premier enrichissement, c'est les loyers qu'on perçoit. Donc, on va avoir des rendements sur l'argent investi. Donc, quelqu'un qui achète, qui a 200 000 euros cash, il va mettre 200 000 euros. S'il a un rendement de 4%, bah, ça va être 4% de 200 000 euros, donc de l'opération totale. Il va encaisser donc 8 000 euros par an de retour en loyer. Voilà. Euh, Ça, c'est assez simple à comprendre. L'idée, c'est que s'il a 200 000 euros d'apport, on va essayer au contraire, avec l'aide de Givenchy, de dire à une banque, bah, il met les 200 000 euros, ça dépend des situations de chacun, il peut potentiellement investir dans 400 000 euros, donc 200 000 d'apport, 200 000 d'emprunt, ou même parfois plus d'emprunt, hein. Bien évidemment, ça dépend du dossier de chacun. Peut-être tu nous partageras après Givenchy le niveau d'apport nécessaire. Et à partir de là, eh bien, s'il est à 4% de rendement dans une zone patrimoniale, on peut faire mieux, je vais vous montrer après, eh bien, il a 4% non pas de 200 000, mais il a 4% cette fois-ci de 400 000 euros, ce qui fait 16 000 euros de loyer au lieu d'encaisser 8 000. Bien évidemment, il y a une sorte de frottement qui est constitué des intérêts d'emprunt qui sont, entre guillemets, perdus, puisque la banque, c'est pas perdu, hein, c'est pour ça que la banque vous prête, c'est parce que vous payez des intérêts d'emprunt. Donc, quelque part, ça vient limiter le loyer net, puisque net d'intérêt d'emprunt. On a plein de calculs comme ça. Je pense que si vous avez déjà vu des webinaires avec nous, on en montre souvent, j'en ai pas là sous la main. Mais en gros, ça va vous permettre d'augmenter le rendement de l'argent investi sur vos 200 000 euros investis. Vous n'allez pas faire x2, vous n'allez pas passer de 4% de rendement à 8% de rendement, puisqu'il y a la force de frottement, entre guillemets, d'intérêt d'emprunt, mais peut-être passer de 4 à 6% après intérêt sur l'argent investi. Et donc, plus on met de levier bancaire, plus on encaisse de retour sur investissement sur son apport. Le deuxième moyen de s'enrichir, c'est la plus-value, puisqu'on voit que quand on regarde sur des temps longs, par le fait que l'argent se dévalorise, on en parlait en off juste avant avec Romain, je pense que Donald Trump, je ne fais pas de grande annonce, hein, mais je regarde un peu moi ce qui se passe sur la planète financière, veut, a priori, si j'ai bien compris, se remettre à imprimer de manière massive des dollars pour relancer l'économie. Donc, sans parler de juger ce type de stratégie, ce qui est sûr, c'est que plus on imprime de billets, hein, qu'on soit aux États-Unis, en Europe, et plus la monnaie se dévalue. Ce qui fait que mécaniquement, pour acheter le même bien immobilier, il fallait 200 000 euros hier. Aujourd'hui, c'est 250 000. 10 ans après, demain, ça sera encore plus cher puisque la valeur de la monnaie baisse et donc la valeur de l'actif contre cette monnaie a tendance à augmenter. Et c'est une des façons de s'enrichir avec l'immobilier. Donc, garder du cash si vous avez 200 000 euros en cash, c'est mauvais. Investir ce cash sur des actifs, il n'y a pas que l'immobilier, ça peut être dans l'immobilier, dans des actions en bourse, à condition de bien les choisir. Voilà, c'est une bonne idée puisque vous vous protégez de l'inflation en achetant des actifs tangibles et rentables, bien évidemment. Et voilà, donc on a l'effet de levier bancaire si on fait du levier, si on ne le fait pas, on s'enrichit quand même avec l'augmentation de la valeur du bien en se protégeant de l'inflation, de par le fait que la monnaie se dévalue et d'autre part, avec les loyers encaissés, donc ça fonctionne même si on a moins de retour sur investissement. Et dernier point que j'ai pas évoqué, on en parlera peut-être après avec des exemples. Je parlais de 4% de rendement, on peut faire mieux que ça. Ça dépend les villes dans lesquelles on investit. 4% à Paris, on fait entre 3,5 et 5% de rendement par exemple, selon les quartiers. Si on sort de Paris, qu'on va à Dijon, Poitiers, Toulon, Le Havre, on fait des projets. En location longue durée, on peut monter jusqu'à par exemple 8-9% de rendement en longue durée. Et si on va sur de la location courte durée, on a des exemples, j'en montrerai, on peut dépasser les 10% de rendement, même si c'est une gestion un petit peu plus dynamique. C'est pas vous qui allez gérer, hein, c'est une conciergerie, mais c'est une gestion plus dynamique, il y a quand même plus de problèmes, on pourra en parler, il y aura peut-être des questions.
des locataires Airbnb, ça peut poser plus de soucis sur l'usure du bien, sur des problématiques où la conciergerie va vous poser des questions en tant que propriétaire. Mais néanmoins, ça permet d'aller plus loin sur des niveaux de rendement plus élevés. Ok, c'est très clair. Bon, on a compris du coup, on garde son cash et on va essayer de trouver un prêt avec Givenchy. Givenchy, je sais que voilà, il y a eu des années un peu folles où on pouvait tout financer Mm. en mettant zéro d'apport. Quand on est expat, est-ce que c'est le cas? C'est possible ou c'est impossible aujourd'hui? Il faut absolument mettre un tout petit peu de cash quand même. Alors, par rapport à cette question sur l'apport, de manière générale, si vous êtes non résident, que vous soyez sur un contrat français, un contrat étranger, et vous êtes à l'étranger, à partir du moment où vous êtes non résident, les banques françaises vont vous demander pour un US person ou quelqu'un qui habite au Canada, un minimum entre 10 et 20% de la valeur du bien en apport. Et de manière générale, tous les frais, donc dans les frais, on va parler de frais de notaire, frais d'agence, frais de courtage, frais de dossier bancaire, frais de garantie, tous ces frais-là font partie de l'apport. Donc la banque, lorsqu'on présente un dossier, et vous, lorsque vous êtes face à un projet et vous voulez savoir combien vous allez pouvoir lever en dette, à savoir est-ce que j'achète cash ou est-ce que j'achète via un prêt parce que je vais pouvoir doubler peut-être mon investissement. Au lieu de faire un projet à 200 000, peut-être que je pourrais faire un immeuble de rapport à 500 000 et augmenter mes revenus locatifs puisque mon objectif, c'est quand même d'augmenter dans le temps mes revenus locatifs. Donc je peux doubler. Donc ce qu'il faudrait voir, c'est avec mon cash de 200 000, combien je peux lever en dette en face et combien j'ai d'apport. Et avec cet apport, est-ce que je vais plutôt sur un immeuble de rapport à 400 000 ou un appartement patrimonial à Bordeaux ou à Paris pour 700 000 pour mes vieux jours ou parce que j'ai mes enfants qui vont rentrer en France? Tous ces problématiques ou toutes ces questions-là, on les regarde en amont et on essaie de calculer votre budget. Et donc l'apport, dans tous les cas, les banques, elles vous demanderont. Le financer sans apport, ça n'existe plus, malheureusement. Donc c'est quelque chose qui est assez standard, quelle que soit la banque qu'on va voir, l'apport sera exigé. Après, nous, ce qu'on peut faire, c'est avec certaines banques, ils vont nous demander beaucoup plus d'apport. On leur dit, bah écoutez, l'apport, on va pas le mettre en apport dans le projet, mais on voudrait l'investir et on regarde pour les US personnes quels sont les investissements possibles pour arriver, par exemple, à un financement à 90% au lieu de 60%. Donc, on a des clients qui veulent aussi équilibrer loyer et crédit. Ça aussi, ça a du sens pour certains parce qu'ils veulent pas avoir à la fin du mois une charge trop importante. Ils disent, voilà, si jamais il m'arrive quelque chose, je veux que ma famille puisse payer eux-mêmes les traites. Et donc, tout ça, ça rentre dans une stratégie d'investissement. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de vous calculer l'apport et de vous dire quel est le montage, la structure de financement la plus adaptée par rapport à votre foyer. Et ça, c'est mon rôle. Ok. OK. Donc en gros, on doit mettre du cash Oui, quoi qu'il et arrive. dans certains cas, ce cash peut travailler Ouais. dans des actions placées dans la banque. Selon la banque, oui, selon Ouais. son pays d'origine, effectivement, lorsqu'on est US personne, on ne peut pas toujours ouvrir un compte titre, mais il y a d'autres possibilités. Parfois, on peut aller sur des gros projets, on peut aller dans d'autres banques autres que des banques françaises. Donc, tout dépend de la taille de votre projet. On peut trouver des options de financement et des options d'investissement en dehors de la France. Ça, c'est possible aussi. Ok. Pour les gens qui nous écoutent du UK, du Canada, c'est à peu près la même chose C'est ou... exactement la même chose. Les Ok, conditions vont s'appliquer de la même manière. ok, parfait. S'il y a des gens qui sont connectés d'autres pays, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Ok, parfait. Très clair. Euh, tiens, le change euro-dollar. Alors ça, on pourrait dire euro-pound, on pourrait dire Hmm. euro-dollar canadien. Est-ce qu'il y a des montages qu'on peut faire pour contourner en fait ce frein qu'on peut avoir sur l'euro-dollar en ce moment? Bah, oui, ça me fait penser à un dossier que je suis en train de réaliser dans le sud de la France pour un Américain. Bon, c'est un gros dossier. Effectivement, initialement, il voulait mettre un apport de 30-40%. Quand tu empruntes plus de millions, bah, ça fait des grosses mensualités. C'était son objectif. Mais entre le moment où il a fait les simulations où le dollar était assez fort et aujourd'hui, ça s'est déprécié. Donc, il faut beaucoup plus de dollars en face. Donc, il se pose la question, est-ce que ça vaut pas que je trouve une banque
en Europe, chez qui il va pouvoir transférer son portefeuille d'actions sur lequel tout est en dollars et en contrepartie, il obtient un maximum de financement, c'est-à-dire 100%. Donc là, je vais pouvoir lui financer 100% la valeur du bien contre un portefeuille, contre une hypothèque sur le bien, plus un portefeuille d'actions qu'il n'avait pas eu besoin de défaire ou de vendre, faire des arbitrages un peu à la va-vite et vendre des positions. Donc il va pouvoir garder son portefeuille, garder son épargne, continuer à faire travailler et en même temps, il fait un projet immobilier en interest only. Donc on n'a que du crédit immobilier, donc en paiement des intérêts, on n'amortit même pas. S'il veut amortir, on peut également amortir. Donc, dans le projet, on le met une clause en disant que si dans 2 ans il souhaite amortir, il peut amortir. Donc, tout est possible. Donc, on peut regarder. C'est pour ça que je disais, un prêt immobilier, c'est pas quelque chose, on vient en disant je veux ça, je veux partir avec. Non, un projet immobilier et un crédit immobilier, c'est également, il faut structurer pour quelque chose, quelque chose qui correspond à votre volonté dans la durée. Et ça, c'est vraiment ce que nous, on fait pour nos clients. C'est ce qu'on appelle le crédit in fine, c'est ça? C'est le crédit in fine, on ne paye que des D'accord. intérêts, on n'amortit pas le capital. Par contre, Donc on se ça laisse la aussi, possibilité d'amortir le capital au moment voulu. d'accord, ok. Donc ça, c'est une option aussi à C'est une savoir. option, plutôt pour les Mm. gros projets. Je dirais pas pour les projets à 200 000, pour des projets au-dessus d'1 million d'euros, les banques sont plus intéressées à faire du prêt in fine. D'accord, ok, très bien. Mm. Manu, aujourd'hui, c'est quoi la rentabilité nette minimum que tu juges acceptable avant, après impôt, après charge? Est-ce que tu veux peut-être aussi montrer quelques exemples, un petit peu de projets que vous faites pour illustrer tout ça? Ouais, alors la rentabilité nette acceptable, ça dépend en fait des zones géographiques, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes stratégies selon qu'on veut détenir un bien à Paris ou, comme je disais tout à l'heure, à Poitiers. Évidemment, c'est pas la même rentabilité, puisqu'on n'a pas la même pression acheteuse sur une ville comme Paris, pas la même attractivité non plus. Donc, en fait, en matière d'immobilier, c'est un investissement. Donc, toujours un couple entre le risque et le rendement. Plus le risque est élevé, entre guillemets, parce que je dis pas qu'à Poitiers le risque est élevé, mais plus on a de l'attractivité sur la ville et sur la zone et sur le type de produit, et plus le rendement sera faible. Par exemple, si on investit dans les plus beaux quartiers parisiens, par exemple dans le 6e arrondissement de Paris, les 7e, qui sont parmi les plus recherchés, et beaucoup par une clientèle d'Américains qui veulent un pied-à-terre. Voilà, on est sur des prix au mètre carré qui sont décorrélés de la réalité du marché par rapport à des salaires français. On sait que dans le 7e, il y a des endroits où les Américains trustent tous les biens d'environ entre 70 et 200 mètres carrés. Pourquoi? Pour s'acheter des pieds-à-terre. On est sur un public qui a un autre pouvoir d'achat que le français, même le riche français, entre guillemets. Et donc, on sait qu'on a des prix qui peuvent exploser à la hausse, puisque si on a l'argent disponible et si on veut ce bien-là, j'ai envie de dire à tout prix, on peut monter sur du 20, 25, 30 000 euros le mètre carré sur certaines adresses, ce qui en fait, si on regarde par rapport au marché de l'immobilier, même à Paris, ça n'a pas de sens. Mais ça a un sens dans un micro-marché avec des personnes qui en ont les moyens et qui veulent le faire. Derrière, il n'y aura pas forcément de rendement locatif, évidemment, associé à ce projet-là. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, sur Paris, on va être sur des rendements, je disais, 4-5% en rendement brut, en sachant que quand je dis rendement brut, on sait qu'à Paris, la taxe foncière est faible. La taxe foncière, c'est un impôt pour les gens qui sont propriétaires du bien, qu'on paye une fois par an et qui varie entre un demi-mois de loyer. Ça se calcule pas comme ça, mais le calcul est assez compliqué. Mais on peut dire entre un demi-mois de loyer, globalement, c'est ce qui se pratique à Paris. Et ça peut monter à 2-3 mois de loyer dans des villes sinistrées en France, même jusqu'à 4 mois de loyer, dans des zones en fait où on a très peu d'entreprises et où donc ça va peser grandement sur le rendement net. À Paris, c'est pas le cas. Idem, les charges de copropriété. À Paris, on a beaucoup de valeur sur un petit bien. Par exemple, sur un 20 mètres carrés parisien, si on rajoute tous les frais de notaire, la rénovation, les meubles, etc., on va finir les projets à 220, 250 000 euros, puisqu'on a payé le notaire 8%, on a payé l'acquisition, on a payé la rénovation, etc. Et donc, sur un bien de 20 mètres carrés, on va détenir une valeur marché de 220, 250 000 euros. Et donc, forcément, on va payer des charges de copropriété, l'entretien, par contre, d'un bien de 20 mètres carrés. Si je prends ces mêmes 250 000 euros que je les investis en pleine campagne dans la Creuse, je vais avoir un corps de ferme de 1000 mètres carrés. J'exagère, mais à certains endroits, on peut acheter 1000 mètres carrés. Vous comprenez bien que pour entretenir un corps de ferme de 1000 mètres carrés, ça coûte plus cher, même si les ouvriers sont moins chers à la campagne, que d'avoir un T2 de 20, 20, 25 mètres carrés à Paris. Donc, on a une concentration de valeur qui fait que c'est un actif liquide à Paris et qui est intéressant
surtout sur les petites surfaces parisiennes. Et pour autant, on a un rendement qui est assez faible. Voilà. Donc, un rendement acceptable dépend de la zone où on investit, pour te répondre, Romain. Bon, nous, on fait des projets entre 4 et 10%. Je peux vous montrer des exemples en partage d'écran pour voir de quoi on parle exactement. Alors, je vais montrer des biens qui peuvent être. Bah, je vais vous montrer différents types de biens et on va se rendre compte. Attendez, juste j'ouvre. Par exemple, je vais commencer par un immeuble de rapport en région parisienne. Alors, tac. Dites-moi si vous voyez mon écran. Ouais, c'est Oui, bon. C'est bon? OK. oui, Donc ça, c'est comme ça que nous, on présente les propositions de biens. Donc là, on est sur un immeuble de rapport à Meaux. Vous avez l'adresse, la localisation, les photos. Et donc, ce projet est un immeuble de rapport dans une ville qui n'est pas à Paris, bien évidemment, qui est en dehors de Paris. Et on voit qu'on est sur un budget total, achat, travaux, rénovation, ameublement, donc la totale, de 336 000 euros environ, frais de notaire inclus, commission incluse, et un rendement locatif brut de 8,57%. Donc là, on voit tous les avantages du bien. On présente l'opération comme ça, on explique un petit peu tout, et puis derrière, on voit qu'il n'y a quasiment pas de travaux, puisque c'est un immeuble qui est vendu loué à ce stade. Donc on voit qu'on a que 10 000 euros pour mettre un coup de frais dans les parties communes, j'imagine. Et ensuite, on met absolument toutes les informations, prix du bien, frais de notaire, les honoraires. On voit les revenus locatifs estimés. Bon, là, il est déjà loué, donc ensuite, on pourra optimiser ses revenus quand les appartements se libèrent en effectuant des rénovations. Et là, à droite, on va vous mettre une simulation où on voit un apport. Bon, là, c'est plus pour un résident fiscal français. Je pense que tu nous diras, Givenchy, mais on est plutôt autour de mm, 3,50. Voilà, c'est et on ça. voit l'enrichissement annuel, le remboursement du capital, déduction des intérêts, la capitalisation annuelle sur le bien, les intérêts annuels payés. Donc, on voit que on est sur, bon, là, c'est si on emprunte, là, on met un apport assez faible. Pour un non-résident, il faudra plus d'apport, hein, sur 330 000 euros. Tu nous diras aussi, Givenchy, mais il Mm, faudrait plutôt monter sur un apport de ce type-là, je pense. Donc, on paiera moins d'intérêts. Voilà, donc on a un cash flow même positif. Donc l'effort d'épargne, il est négatif ici. 673 000 673 euros, pardon. C'est pas un effort d'épargne, du coup, c'est un cash flow par mois. Et voilà comment se présentent un peu les projections. Et on est sur un projet d'environ 330 000 euros. Donc là, on voit qu'on peut acquérir un immeuble de rapport, un petit immeuble, hein, qui fait 180 mètres carrés, pour 336 000 euros avec un rendement d'un petit peu plus de 8% en location longue durée. Je peux montrer d'autres propositions de biens. Et il y a Je sais combien pas. il y a combien d'appartements là pour cette surface? Donc là, on voit qu'on a une boutique qui est louée, Ouais. 950 euros. On a un studio qui est loué depuis 2023 à 450 euros. Et on a un Et un appartement type triplex. triplex, voilà, qui est loué en location nue. Donc là, il faudra peut-être le repasser en location meublée pour des raisons fiscales lors du départ des locataires. Il y a peut-être de l'optimisation à réaliser là-dessus. Voilà. Je vais montrer peut-être un autre exemple. Je ne sais pas si je change. Vous voyez ça a changé Ouais, ou pas? Ouais, ouais, c'est bon, ça c'est a bon. Ah, changé. parfait. Je ne savais pas comment ça marchait. Donc là, on est sur un appartement, cette fois-ci, qu'on va louer en location longue durée à Nice. Donc on voit qu'on a beaucoup plus de rendement, évidemment. Donc il y a des règles pour la location courte durée. Donc si on est dans le carré nord de Nice, il faut que la copropriété l'autorise. On a des règles à respecter sur la durée de location. Si on est en personne physique, on peut louer pendant 6 ans maximum. Sinon, il faut demander une autorisation et acheter de la commercialité, quelque chose de faisable. Et on voit que tout de suite, le rendement est beaucoup plus élevé, puisque on dépasse les 10% de rendement brut. Il faudra retraiter avec des frais qui sont plus élevés sur la gestion locative quand on est en location courte durée. Bon, voilà, pareil, la description du bien. Pareil, c'est un bien qui est déjà rénové pour être loué en location courte durée. Donc, on voit que on a toute la décomposition finalement avec l'hypothèse basse, l'hypothèse haute, selon aussi, bien sûr, la saisonnalité sur le bien, hein. On sait qu'on loue plus cher sur la période estivale à Nice que sur la période hivernale. Et on voit voilà, tout le calcul. Les personnes qui nous regardent et qui sont intéressées pourront bien sûr me contacter. On pourra leur ouvrir un compte pour qu'ils puissent avoir accès à des opportunités, éventuellement même avec un conseiller. Voilà. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc, on a un grand écart entre des locations qui peuvent être à Paris sur des rendements assez faibles, mais sur des secteurs patrimoniaux, et ensuite sur des locations en location saisonnière, avec une gestion un petit peu plus dynamique, soit dans le sud, on fait du Nice, on fait du Toulon, on fait du Havre en location saisonnière. Le Havre, c'est pas dans le sud, et qui permettent tout de suite de faire exploser les rendements. À Paris, c'est important de le noter, la location saisonnière est interdite par la mairie, donc il faudrait avoir un local commercial qui a déjà l'autorisation. Il n'y en a quasiment pas et ça se vend très cher, donc c'est pas forcément intéressant. Donc ne croyez pas que vous pourrez le faire malheureusement à Paris. On ne peut pas acheter un appartement aujourd'hui à Paris d'habitation et le mettre en location saisonnière, c'est interdit. Ce qu'on peut faire, c'est si c'est votre résidence principale,
sera pas le cas parce que vous êtes non-résident. Si c'est votre résidence principale, on peut le louer un certain nombre de jours. Et encore, on était à 120 jours, on vient de passer à 90 jours. Donc maximum, et à condition que ce soit votre résidence principale, donc dans laquelle vous habitez, sinon c'est interdit tout simplement. Ok, parfait. Alors, je voulais juste dire, on a pas mal, enfin, on a des questions sur la fiscalité américaine. Malheureusement, on n'a pas de comptable aujourd'hui présent, mais on a fait beaucoup de webinaires avec des comptables Je peux mettre en américains. contact avec des comptables si tu veux, qui travaillent sur les Ouais, Américains, ouais. J'ai vu ouais, qu'une ouais. cliente, elle a demandé si on pouvait. Je Ouais, vais prendre. bah, Ouais. on a voilà donc des questions de Patrick, des questions de Caroline. Vous en faites pas, on va exporter vos questions et je les enverrai de toute façon à Givenchy et Mm. Emmanuel. Euh, on fait beaucoup de webinaires avec des comptables américains qui parlent français. Donc n'hésitez pas à venir aussi sur les prochains webinaires pour poser vos questions à des comptables directement. Euh, on a une question d'un auditeur ou une auditrice anonyme. Comment se paye le courtier? Donc, en gros, comment on paye Givenchy? Alors, les courtiers sont payés au succès comme un notaire, comme un agent immobilier. Donc, on prépare un mandat de courtage. Ensuite, on dépose le dossier du client dans plusieurs banques. Et à partir du moment où on a le financement et que le client passe chez le notaire, on se fait payer à ce moment-là. Et ensuite, la réponse de savoir est-ce que les banques françaises sont-elles actuellement plus frileuses? Moi, j'ai envie de dire qu'elles ne sont pas plus frileuses. Aujourd'hui, les US personnes, nous, on le doit faire, ça doit représenter entre 30 et 35% de notre clientèle. Donc, ouais, on fait les Américains retraités, on fait les Américains jeunes retraités, on fait les Américains actifs, on fait les Français américains. Donc, aujourd'hui, on peut faire tous les Américains sans problème. Les banques financent. Ce qu'elles ne pourront pas financer, c'est peut-être sur des durées de 25 ans, ce que vous avez l'habitude de voir pour un résident en France. Les taux, effectivement, les taux pour un non-résident, c'est pas parce que vous êtes américain, hein, les taux pour un non-résident, parce qu'il s'agit soit d'un résident, d'une résidence locative, soit d'une résidence secondaire, les taux vont être un peu plus margés par rapport à une personne qui habite en France, qui achète sa résidence principale pour la première fois. Donc, il ne faut pas faire la comparaison sur ce que vous pouvez trouver en ligne en disant, voilà, je veux emprunter 300 000, est-ce que je peux avoir les mêmes conditions qu'un Français parce que j'ai des avis d'imposition en France? Non, vous allez avoir des taux un peu plus différents. La raison, c'est tout simplement, vous habitez pas et vous ne payez pas des impôts en France. Après, sachez que lorsque vous êtes aujourd'hui non-résident et que demain vous devenez résident, vous avez la possibilité de renégocier le taux. Donc ça, c'est la beauté d'être en France. On peut toujours renégocier le taux à la baisse, bien sûr, si jamais les taux venaient à baisser. Si on fait une négociation à 3,50 aujourd'hui sur 20 ans pour un US personne, et si dans 2 ans le taux est à 2, vous avez la possibilité de négocier dans la même banque et bénéficier des taux du marché uniquement avec des frais de dossier. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez la possibilité de moduler les crédits, c'est-à-dire à la hausse, à la baisse, de baisser la mensualité, d'augmenter la mensualité selon votre choix, selon, on va dire, les revenus supplémentaires que vous recevez. Donc, tout est possible en France. C'est différent de le process américain où vous faites du refinancement, vous faites des rachats très facilement. En France, c'est très cadré. Toutes ces informations seront indiquées dans l'offre de prêt que vous allez recevoir de la part d'une banque. Ok, parfait. On a Régine qui nous dit, elle est résidente en Suisse. Est-ce que, Oui, il y a des oui, différences avec les États-Unis, non, du tout, l'Angleterre ou le du tout. Canada? Non, non, on C'est finance, pareil. c'est exactement pareil. Peut-être qu'elle, on va pouvoir financer un peu plus, c'est-à-dire au lieu d'être à 80% pour un Américain, on va financer du 90% pour cette cliente qui habite en Suisse. Et là, on va avoir peut-être un taux légèrement plus bas, mais pas une grande différence. Ok, parfait. On a ouais, Ming, on va vous envoyer un comptable. Euh, parfait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Pour les gens qui sont sur LinkedIn, pardon, euh, n'hésitez pas si vous avez des questions dans la section commentaires à droite. On répond à toutes vos questions en direct pour l'audience de LinkedIn aussi.
Alors moi, je voudrais Euh, faire un point, Romain. oui, On n'a pas parlé des profils des clients. Si rapidement, si je pouvais ajouter, je ne sais pas dans l'audience, on a peut-être des gens qui sont chefs d'entreprise, qui sont salariés de leur propre société. Moi, j'ai des clients qui sont fleuristes, j'ai des clients qui sont comptables, j'ai des clients qui sont avocats, j'ai un agent immobilier en ce moment que je suis en train de financer. Qui d'autre? On a des médecins, donc on a des fiscalistes, on a des CGP français ou non français qui habitent à l'étranger. Sachez que toute cette clientèle, on peut financer aujourd'hui à partir du moment où on a la capacité à démontrer vos revenus qui sont récurrents sur les 3 dernières années. Et pour les chefs d'entreprise, si vous avez des bulletins que vous éditez tous les mois de manière générale et que vous avez la possibilité de montrer une consistance et on va dire, tracer vos revenus sur les dernières années, ça c'est quelque chose qui va rassurer les banques. Donc vous allez pouvoir obtenir un financement au même titre qu'une personne qui est salariée d'une société qui ne lui appartient pas. Donc tous ces métiers-là, aujourd'hui, on peut financer. Donc si vous avez des projets d'investissement en France et que vous voulez avoir un prêt immobilier, c'est possible. Ce n'est pas que pour les salariés CDI lambda. parfait. Tiens, pour les retraités qui veulent acheter en Grèce, question Non, de Nicolette. non, moi je finance uniquement la France métropolitaine et les dom-toms. Ok, donc on ne peut pas financer depuis la France pour acheter en Grèce. Euh, on peut peut-être aller voir des banques grecques. Je Oui, sais sans pas. Il doute. faut se renseigner. Il faut se renseigner directement sur place, ouais. Ça devrait pas être facile. Euh, Parlons un petit peu travaux, parce que Manuel, je sais que toi, ce que tu pousses et ce que tu fais depuis plus de 10 ans avec ton associé, c'est vous prenez des biens quand même souvent qui peuvent être un peu fatigués, on va dire. Voilà, des pépites, comme vous les appelez dans votre métier. Et puis vous allez tout refaire et puis faire monter la valeur. Nous, les expats, comment on fait pour suivre des travaux à distance avec vous? Ça doit être pas évident tous les jours, hein, avec des artisans, tout ça. C'est quoi le secret de réussite? Avec le micro, si possible. Hop. Alors, je crois que les travaux, c'est facile nulle part dans le monde. C'est un gros pain pour les investisseurs, même pour les gens qui veulent rénover une résidence secondaire ou même leur résidence principale. Je crois que c'est compliqué partout dans le monde. Euh, En France aussi, bien évidemment, puisqu'il faut trouver une entreprise de travaux qui est sérieuse, qui ne va pas faire de malfaçon, qui ne va pas abandonner le chantier, qui ne va pas faire faillite. Ça fait beaucoup de risques, entre guillemets. Nous, on a créé un cabinet d'architecture d'intérieur qui va suivre pour le compte des clients les travaux. Donc, on identifie, soit on travaille avec des artisans qui sont choisis par le client qui les connaît déjà, soit on peut également recommander des entreprises sérieuses mais qui ne sont pas nos entreprises. Il faut savoir que dans ce cas-là, bah, c'est simplement qu'on a un pouvoir de négociation plus fort parce que bah, on a un certain volume de chantier, qu'on essaye aussi de vérifier, enfin, on vérifie par le biais d'une boîte spécialisée la solidité financière d'entreprise, mais ça ne met pas à l'abri de tous les risques, malheureusement. Après, il y a des assurances, on vérifie que l'artisan a les bonnes assurances, etc. Et pour répondre à ta question, on va être les yeux et les oreilles du client qui reste décisionnaire. Donc, on peut le faire depuis l'autre bout du monde, puisqu'on va envoyer des photos. On va choisir les matériaux avec le client. Il va pouvoir valider les choses, mais c'est pas lui qui va passer sur le chantier, travailler au suivi, vérifier que les choses sont bien faites. Ça, c'est vraiment le travail de nos archis d'intérieur. Et voilà. Et on le fait dans le cadre d'investissementlocatif.com, donc notre boîte où on aide les gens à investir dans l'immobilier, mais on le fait aussi pour des biens que peut-être les gens qui nous regardent ont déjà en France, dans différentes villes, hein. Mais par exemple, si vous avez un bien de famille à Paris, la dernière fois, il y avait une personne, une dame, qui avait hérité d'un bien à Nice. Le bien était dans son jus, il nécessitait une rénovation, elle n'a pas pris le temps de le faire, donc elle le laissait vide. Beaucoup de gens laissent des biens vides parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont pas la bande passante mentale pour s'occuper de la rénovation. Nous, on peut vous aider, on peut gérer cette étape pour vous, pour le remettre en location, pour que vous ayez en pied-à-terre le bien de vos rêves. C'est vraiment ça qu'on fait. Notre site s'appelle reno.fr, Reno.fr, c'est notre cabinet d'archi. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des biens à rénover. En tout cas, pour nous challenger, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. La prise de contact est évidemment gratuite. On peut vous faire des devis et voir si ça peut matcher et vous ferez votre idée en parlant avec l'équipe Renault. Ok, bah j'en profite aussi pour mettre le lien de Renault dans le chat. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec eux.
Euh, alors, on a un auditeur ou une auditrice anonyme qui nous dit, un prêt nous a été refusé il y a quelques années car nos revenus étaient domiciliés dans une banque américaine. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? On est refusé parce que... Non, non, non. Aujourd'hui, une personne qui habite aux États-Unis, qui n'a que des revenus aux États-Unis, on peut le financer sans problème. Tout est dans le montage de dossier, tout est dans l'identification des différents réseaux bancaires qui sont capables d'accompagner ses clients. La plus grande difficulté qu'on a en banque, ce sont le personnel qui n'est pas formé à lire des documents en anglais. Donc nous, notre rôle, c'est de lire ces documents, de bien les interpréter, de bien les comprendre, de les apprécier. Ensuite, la deuxième tâche la plus difficile, c'est d'envoyer à la bonne personne. Donc, si la communication elle est mauvaise, bah, entre le client et le banquier, effectivement, ça ne va pas jusqu'au bout. Ce qui est important, c'est de bien envoyer le dossier à la bonne personne. Donc, il n'y a aucune difficulté à obtenir le financement. Il y avait aussi une autre question qui disait que est-ce possible d'avoir un prêt immobilier si on habite aux US, donc si qu'on a un visa sous visa? Oui, en fait, on vous demandera même pas une copie de votre visa. Ce qu'on vous demandera, c'est une copie de votre passeport pour démontrer que vous avez on va dire, des justificatifs de domicile aux États-Unis et des justificatifs de papier valides. Et à partir du moment où vous pouvez les justifier, que vous ayez un compte en France ou que vous n'ayez pas de compte en France, c'est vraiment pas important aujourd'hui. On peut ouvrir un compte à distance et on peut vous trouver une banque qui financera votre projet. Voilà. Donc ça, c'est aussi pour répondre à la question de Louisa. Ouais. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser sur Zoom ou sur LinkedIn. Et je voulais aussi, Romain, ajouter quelque chose, si tu me le permets. Beaucoup de clients nous demandent comment est calculé le taux d'endettement et pourquoi le taux d'endettement est important, pourquoi on tient tellement à calculer le taux d'endettement en France, chose qu'on ne le fait pas forcément à l'étranger. Donc, il y a des réponses très simples. De toute façon, les autorités bancaires en France, elles ont donné l'instruction aux banques locales en disant vous avez l'obligation de calculer le taux d'endettement pour pas se retrouver dans des situations de surendettement. Nous, on ne voudrait pas que vous prêtiez de l'argent à des milliers de gens à acheter de l'immeuble ou je ne sais quoi, et financièrement, ils ne sont pas en mesure de rembourser. Donc, le surendettement, c'est quelque chose sur lequel on fait très attention. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas dépasser les 35% après projet. Et dans les 35%, on vient prendre toutes les charges du couple ainsi que les assurances emprunteurs. Il faut être en dessous de 35%. Et à partir du moment où on est en dessous du 35%, on peut lever de la dette. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a des clients qui nous disent comment est calculé le taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est l'ensemble des charges sur l'ensemble des revenus. Dans les charges, on va venir prendre tout ce qui est crédit, tout ce qui est crédit conso, crédit voiture, crédit IMO, crédit perso. On peut venir mettre une pension alimentaire si c'est quelque chose qui fait partie d'une charge récurrente. On peut venir mettre une charge comme loyer si on paye pour un enfant un loyer d'un appartement ou un loyer qu'on peut payer à l'étranger. Donc ça également, ça fait partie des charges, on va dire, cumulables pour calculer le taux d'endettement. Et derrière, si le taux d'endettement il est bon, on peut aller jusqu'au maximum 35%. Donc ça, c'est quelque chose ça c'est à retenir. Et aussi, il faut travailler sur des revenus nets après impôt. Les banques, je sais effectivement, on me dit oui, en France, on prend le salaire net avant impôt. Par contre, aux États-Unis ou ailleurs, on va prendre le salaire net après impôt. Tout simplement, on va travailler sur une base nette pour calculer le taux d'endettement. Euh, On a une question d'un auditeur anonyme. ouais, Bon, as we said, we're not really talking about any fiscal what is the advice best way? today because we don't have any CPA on this webinar. Um, so I don't know if you want to try to answer Manu or Givenchy. We are a UK tax resident, main The best revenue way, in the I, UK. yeah, the best way is to have a call with as you said, with a CPA. As you are UK tax resident, I know that there's some taxable issue between France and UK. You may be eligible, I mean, paying taxes on your rent in France. You must take a appointment with a CPA and see how much you can deduct and how way you can do it to get best to minimize your French taxes. Manuel, est-ce que Ah, peut-être le LMNP, si c'est pas si le if your apartment is not already
in the LMNP No, system? no. Now the problem, if you live in UK, the problem is like you won't pay any taxes in France if you have like some furnished flat uh, because of the amortization. But the problem is like UK will take all the Tax you. revenue and Mm, yeah and tax it. mm, So no, unfortunately UK, the best way if you live in UK is to use like a company to invest. Not easy for Givenchy to mm. finance it, but better because like the profit of a company are better in UK, less taxes than like the revenue of a rental if you own it in direct. So yeah, it's not perfect. I'm sorry about that. But that's a good option to know, and maybe reach out to your CPA if they can give you a Yeah. more detailed answer on that topic. Um, all right. Pour revenir un petit peu à la rénovation, Manuel, est-ce que il y a des biens sur lesquels tu as réussi à faire des plus-values grâce à une rénovation? Tu as des exemples, par exemple, que tu peux nous montrer, ou tu as des souvenirs de projets où Là, ça a été ouais, j'ai des incroyable, exemples. tu l'as acheté à, je sais pas, 6 000 du mètre à Paris, et puis il est ressorti à 10 000 du mètre ou 12 000 du mètre, c'est déjà arrivé? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas assez des codes sur le marché, puisque les gens sont quand même avertis. Et quand une personne a un bien à rénover, il sait qu'il va pas le vendre à moitié prix. Donc ça c'est plus le cas. Il y a des décodes qui peuvent être. C'est drôle parce que j'étais interrogé ce matin par une journaliste sur exactement le même sujet. Elle me parlait des DPE et notamment des passoires thermiques. Elle me disait, est-ce que il y a des très très fortes décotes? Si vous allez dans des quartiers plus populaires, la décote sera plus importante. Je prenais cet exemple ce matin. Si vous allez dans le 7e arrondissement de Paris, les gens ont les moyens, en fait. Donc, ils vont acheter un emplacement, un bien, une vue à un étage. Donc, la décote sera plus faible que si vous allez dans des quartiers peut-être plus populaires où il y a peut-être moins de pression acheteuse et vous allez arriver à avoir des décotes plus importantes. Quoi qu'il en soit, on n'arrive pas à avoir des décotes non plus extrêmes, comme tu le dis, euh, tout simplement parce que les gens ont quand même connaissance de la valeur marché et que bah, faire des travaux, ça coûte entre 1 000 et 2 000 € le mètre selon la qualité des travaux que vous réalisez sur une rénovation complète. Et les gens savent que ça va pas cut le prix non plus de moitié en fait. Donc la réponse est non, en tout cas pas sur des zones tendues. Sur des zones moins tendues en France, on peut avoir des plus fortes décotes, notamment si on achète des fois des immeubles de rapport à rénover. Là, on peut acheter des biens des fois vraiment avec des très fortes décotes, comme tu le dis, mais on va avoir en face un chantier à gérer qui va être à la hauteur de la décote. Quand on rénove un immeuble entier, on n'est pas sur 2 mois de travaux, mais on peut être sur entre 6 et 12 mois de travaux. Donc on supporte aussi comment dire, c'est ce qu'on appelle un rendement entrepreneurial. On va gagner de l'argent parce que l'aspect rénovation est hyper important dans le projet et qu'il est consommateur bon, de temps, pas votre temps, mais le nôtre en l'occurrence, mais qu'il est consommateur de ressources et que c'est pas facile, quoi. Donc ça va évincer beaucoup d'acquéreurs sur le projet dans une zone moins tendue. Et là, on va pouvoir négocier fortement. Voilà. Donc la réponse, c'est on valorise avec les travaux, mais on va pas valoriser à j'ai acheté 6 000, le bien vaut 12 000. Parce que malheureusement, les gens sur le marché sont quand même beaucoup plus avertis qu'il y a quelques années. Les prix sont relativement stables et valorisés à Paris, si je prends l'exemple de Paris, depuis des années. Donc les gens savent ce que ça vaut, entre guillemets. Voilà. Un point qui est important peut-être, c'est que quand on fait des travaux, l'avantage, il y a deux avantages principaux. Le premier, c'est qu'on sait ce qu'on fait en travaux. Donc, on va repartir, si on refait une rénovation complète, sur une électricité aux normes et bien faite, sur une plomberie aux normes et bien faite, sur une bonne qualité de parquet qui va être solide. On va choisir les matériaux, ce qui fait qu'on va être tranquille pendant 10, 15, 20 ans sur la rénovation. Quand vous achetez un bien déjà rénové, parfois vous l'achetez à quelqu'un qui a juste fait un coup de cache-misère et donc qui a peut-être masqué des choses, fait une rénovation low cost. Et donc, c'est toujours mieux quand même de rénover soi-même et de savoir ce qu'on a arrivé au bout. Un bien au même prix que vous avez rénové vous-même avec des standards de qualité sera toujours beaucoup mieux. Vous aurez moins de problèmes, il sera plus solide dans la durée qu'un bien que vous avez acheté au même prix et dont vous ignorez la qualité de la rénovation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en achetant un bien et en réalisant des travaux, vous allez pouvoir quand même valoriser, hein, comme disait Romain, mais pas à fois deux. Mais vous allez aussi pouvoir passer en charge ces travaux, donc ça va vous faire de la charge euh, utile, intelligente, qui va pouvoir se déduire et alléger vos impôts quand on est sur des régimes LMNP ou même si vous achetez à travers des sociétés. Donc, c'est pas inintéressant de faire des travaux. Voilà. Très bien, Et c'est très clair. les travaux se financent, hein. Les travaux se financent aussi, hein, bien Mm. évidemment, Oui, dans l'enveloppe du prêt c'est avec possible, là, Givenchy. on peut financer les travaux, oui, tout à fait. Parfait.
On a un auditeur ou une auditrice anonyme qui nous dit, en tant que résident en France, y a-t-il des restrictions quant à l'ouverture d'un compte Non, bancaire en France? Par exemple, le risque est lié au blanchiment d'argent et du transfert de devises depuis le Royaume-Uni. non, non, non. Je peux répondre à cette question tout simplement si on est amené à ouvrir un compte pour cette cliente en France, bah, c'est grâce au justificatif qu'elle va donner, justificatif de revenus, justificatif d'imposition, justificatif de relevé de compte donc, et d'épargne. Donc on va pouvoir tracer tout ça. Et lorsque tout ça c'est cohérent, c'est juste, on peut lui ouvrir un compte. Donc c'est pas un souci. Ok, parfait. Tiens, comment on maximise et comment on prépare son dossier pour maximiser ses chances d'obtention de son De crédit près. à distance? Alors, tout Comment on dépend du fait? profil. Je dirais que selon le profil, qu'on soit un profil actif, donc on est sur un CDI à l'étranger et qu'on va acheter un investissement locatif, résidence secondaire ou future résidence principale, donc ça, c'est le profil standard, on va dire. Après, j'ai le profil de gens qui sont encore actifs mais qui arrivent à la fin de leur carrière, ils veulent acheter leur future résidence principale en France, donc ils vont être à la retraite. Là, c'est pareil, c'est un autre montage qui est assez spécifique à réaliser. Donc, dans tous les cas, c'est possible. Pour maximiser, c'est un dossier bien complet. C'est un dossier avec tous les documents. C'est vrai qu'on a tendance à sauter au plafond lorsqu'on dit qu'un dossier de financement est composé d'entre 50 et 80 documents. Tout dépend du client si on est tout seul ou on est deux, un couple. Donc chaque fois, il faut multiplier par deux. Ou par exemple, lorsqu'on a 10 banques aux États-Unis et que dans chacune des banques, j'ai une carte bleue et que moi, je vais demander une copie de tous les relevés de compte dans toutes les banques avec toutes les cartes bleues. Bref, ça devient des centaines de documents. Donc ça fait peur parce qu'on n'est pas habitué à l'étranger. On demande juste le credit report et on voit tout et c'est facile. En France, on aime bien fouiller sur le credit report, ensuite sur la carte de crédit, ensuite sur le relevé de compte, ensuite on va venir croiser les informations pour être sûr que ce sont des informations qui sont justes, qu'il n'y a pas eu de mauvaise ou un mauvais dossier en fait. La peur qu'on a derrière, c'est de dire bah, le dossier, il est faux. C'est un faux dossier qu'on nous a transmis. La seule façon de dire que c'est un faux dossier ou c'est un vrai dossier, c'est de croiser les informations. Donc, c'est pour ça qu'on ne se limite pas à un seul document. On va venir demander plusieurs informations, plusieurs documents à la fin pour vérifier la même information. Je sais, c'est frustrant pour certains, mais si on le fait, c'est vraiment... Donc, de manière générale, à 90% des cas, le dossier, c'est plutôt fluide. On demande tous les documents, les clients nous le donnent. Et une bonne qualité des documents et une bonne présentation du projet et de la situation bancaire et situation professionnelle est très très important pour nous les banques parce qu'on veut toujours savoir pourquoi un Américain qui a quitté la France, le Français qui a quitté la France il y a 20 ans ou il y a 15 ans, il veut revenir en France, comment il va gérer son compte, comment il va transférer l'argent, est-ce qu'il va faire des transferts tous les mois, est-ce que le compte va être dans le rouge, est-ce qu'il a de la famille en France, comment il va gérer l'appartement. Bref, des centaines de questions sont posées et il faut rassurer le banquier. Le banquier, il fait un chèque. Avant de faire un chèque, il va être sûr que vous êtes la bonne personne. Ok. Pour, Et c'est notre rôle. pour le novice qui veut faire son premier investissement locatif en France, qui habite à l'étranger, est-ce que vous pouvez juste nous donner un peu les étapes de comment on fait pour ben, vous déléguer ça? Si demain on a envie de travailler avec vous, c'est quoi les étapes? C'est quoi la première étape? Combien de temps ça va prendre? Euh, Ouais, Tu la commences, première Manuel? étape, ça va être, avec plaisir. La première étape, ça va être de prendre un rendez-vous avec notre équipe, et donc de faire le point déjà sur ce que vous souhaitez. Parce qu'on a des gens qui nous disent, moi, ce que je veux, c'est du rendement. D'autres qui nous disent, moi, ce que je veux, c'est investir sur la Côte d'Azur. D'autres personnes nous disent, moi, je voudrais un pied-à-terre à Paris, peut-être pour mes vieux jours ou pour quand mes enfants seront étudiants, parce que je veux qu'ils étudient en France. On a beaucoup ce genre de choses. Donc, ça va dépendre de votre projet. D'autres gens nous disent, c'est que du rendement, peu importe la ville. Donc, on va cadrer votre projet, vous montrer ce qu'on est capable de faire avec des exemples concrets. Donc, c'est nos conseillers qui vont faire ça lors d'un rendez-vous en visio. Et à partir de là, une fois qu'on a cadré et qu'on vous a montré, que vous nous dites, bah voilà, ça, ce genre de projet, ça me plaît, bien, on va vous présenter, on va signer un contrat qui est un mandat de recherche qui ne vous engage absolument à rien. Et là, on va travailler à vous trouver le bon projet en fonction de vos critères et vous présenter ce que je vous ai montré tout à l'heure et qu'on appelle des projections financières avec tous les coûts et tous les gains futurs estimés donc de loyer. Et à partir de là, bah, si vous y allez, vous allez passer dans la case financement avec Givenchy. On peut bien sûr en amont
Euh, vous envoyez vers Givenchy pour définir un budget si jamais on n'est pas sûr de ça. Et voilà, et à la suite de ça, je te donne peut-être la parole sur la partie financement Givenchy. Oui, sur la partie financement, effectivement, vous avez le projet, c'est-à-dire vous avez un projet d'investissement, peu importe le type de projet que vous voulez faire, vous connaissez pas votre budget, et ben c'est la première chose à faire, c'est-à-dire de prendre contact avec nous, nous envoyer une petite fiche patrimoniale avec l'ensemble de vos charges, l'ensemble de vos revenus. On est capable de calculer votre taux d'endettement et de vous dire voilà le budget, voilà les conditions, voilà l'apport, voilà l'épargne qu'il faudra sortir pour faire ce projet. Et ensuite, avec ce projet, avec ce budget, connaissant ce budget et les conditions bancaires que vous allez obtenir, et surtout la mensualité que vous allez avoir tous les mois, l'épargne qu'il faudra sortir pour ce projet, bah, vous allez pouvoir vous positionner sur un projet. Une fois que vous vous êtes positionné et qu'il y a un compromis qui a été signé, une offre qui a été faite, donc nous, on a la certitude que vous allez aller jusqu'au bout, on peut commencer à monter vos dossiers, récupérer toutes vos informations et ensuite, en parallèle du montage, on va dire signature du compromis, nous, on travaille pour gagner du temps. Comme ça, quand vous nous envoyez le compromis, on est déjà prêt avec votre dossier. Le même jour, on dépose en banque, on a l'attestation de dépôt en banque et ensuite on dépose dans plusieurs banques. On fait une étude entre banques à savoir quelles sont les banques. Parfois, on peut avoir qu'une seule banque qui va vous financer parce que vous avez un profil assez atypique ou parfois on a trois banques avec des conditions très très différentes. Et dans ce cas-là, on va aller voir qu'est-ce qu'on va obtenir comme conditions d'emprunt avec les banques et on va les comparer. Dans la plupart des cas, on arrive à comparer les offres et à vous trouver quelque chose de juste milieu qui vous satisfait à la fin. Et parfois, on n'a qu'une seule offre et au moins, on est content en disant, ah, au moins, j'ai cette banque-là qui va pouvoir me financer dans ces conditions. De manière générale, comptez un mois pour identifier la banque et l'ouverture de compte, 2 mois pour éditer les offres et 3 mois pour repasser chez le notaire pour signer l'acte authentique. Donc, c'est un projet sur 3 mois. Et donc, si en plus vous ajoutez le nombre de mois que vous allez mettre pour identifier le projet, bah, vous pouvez être sur un projet de 4 à 5 mois. Donc voilà, ce que 4 vous allez faire à, aujourd'hui. 4 à 5 mois Ouais, avec le de financement dedans. préférence des travaux pour Mm. augmenter un petit peu la valeur. Ouais, bah, si on part sur des travaux, et j'aurais même dit un petit peu plus que ça, puisque bon, ça dépend de la Mm. durée du financement. Hein, comme disait Givenchy, c'est pas toujours simple de financer des non-résidents. Ça prend parfois un peu de temps. Entre le moment de la recherche et l'acte final, oui, on va être sur des projets assez longs quand même, hein, entre 6 et je dirais même 6 et 9 mois. Si vous faites un plus gros projet avec plus de travaux, forcément, ça prendra plus de temps. Donc, c'est du temps long, l'immobilier. Et il y a des étapes incompressibles, la partie financement qui est incompressible si vous vous faites financer. Et même si vous achetez cash, c'est quand même une partie notariale qui prend quand même du temps. C'est pas immédiat, même quand on achète cash, ça prend quand même, on va dire, 2 mois, en général, hein, selon les délais notaires. Et ensuite, il faut remettre derrière cette acquisition, une fois que vous avez signé l'acte authentique, que vous avez les clés de votre bien, Mm. entre 2 et 4 mois avec le travaux, ameublement, si vous voulez louer en meublé, etc. Voilà. C'est un effort, mais qui paye aussi parce que je sais que Manuel, toi, tu as pas mal d'investissements locatifs. Et là, maintenant, ça fait 10, 15 ans que tu les as achetés. Donc, ça Ouais. commence peut-être à payer. Tu dois commencer à voir, je sais pas si tu veux Ouais. en toucher deux mots sur, voilà, Les Non, revenus. mais maintenant tu profites de ces efforts que tu as fait il y a longtemps. moi, j'ai pas un dossier, on va dire, classique, puisque moi, je baigne dedans toute la journée et qu'on fait ce qu'on dit, en fait, et on fait ce qu'on conseille de faire. Exactement pareil. Donc, en termes de stratégie, on a acheté pas mal de biens, effectivement, loués en location meublée à travers des sociétés ou en direct. Et oui, chaque année qui passe, on regarde et on voit qu'on a remboursé une partie du capital à la banque. On voit aussi que les prix ont tendance à monter. Alors là, il y a eu 2, 3 années de légères baisses selon les zones, mais on sait que sur du temps long, ça va remonter. C'est comme la bourse. Sur du temps long, ça finit par remonter puisque, encore une fois, c'est la valeur de la monnaie qui baisse. Donc on se Et protège. les loyers baissent pas forcément à Paris. Non, les loyers augmentent. C'est l'inverse. Les loyers augmentent. C'est ça Ouais. qui est juste génial. Votre Donc en fait, mensualité à t'as pas taux fixe. d'impact, toi. T'es pas impacté au final. Ah non, non, c'est l'inverse. Ouais, J'ai un impact positif puisque ouais, les loyers ouais. augmentent. Ils sont revalorisés chaque année selon un indice. Il y a 2 ans, il y a un an, ils ont été revalorisés de 3,5% parce qu'il y avait de l'inflation. Selon l'inflation, en fait, hein, ils sont revalorisés entre 1 et 3,5%, on va dire. Et donc, chaque année, ils augmentent alors que la mensualité, elle, est à taux fixe. Donc, c'est plus facile pour moi aujourd'hui de rembourser la mensualité d'hier puisque le loyer est plus élevé. Mais ma mensualité, elle n'évolue pas. Donc, c'est une des magies de Ok. l'immobilier à taux fixe. Et Ouais. c'est même, comme le disait Vivanti, on peut renégocier avec de la modularité. Donc, ça, c'est une spécificité française. Comme la France est très protectrice du consommateur, eh bien, on a la possibilité de baisser sa mensualité
quand on fait un prêt perso, en exerçant ce qu'on appelle une clause de modularité. Donc, si vous avez des prêts en France, tous ceux qui ont des prêts peuvent déjà le faire, hein, écrire à votre conseiller en expliquant juste, je veux exercer ma clause de modularité, qu'est-ce qu'on peut faire? Il va conserver votre taux, que le taux n'évoluera pas, mais par contre, il va Mm. baisser le remboursement mensuel et réétaler un tout petit peu, en général de 10% de la durée restante. Donc, on peut faire ça, on peut renégocier son assurance emprunteur, on peut renégocier son prêt. Bon, en ce moment, Tout est les modulable. taux, tout est renégociable. Mm. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir l'appui, évidemment, d'un courtier en crédit qui peut vous aider à faire toutes ces démarches. Mais voilà, donc on a des loyers qui ont tendance à augmenter, une valeur d'immobilier qui a tendance à augmenter et des mensualités qui, au pire, sont fixes, donc stables, et qui peuvent peut-être même optimiser dans certains cas. Donc, c'est intéressant. Des conditions qu'on ne trouve pas dans nos pays anglo-saxons. Il faut juste avoir un peu de patience. Euh, Manuel, on a quelqu'un qui a un bien à vendre. Est-ce que tu peux représenter des gens qui ont un bien à vendre à Paris? Bien sûr. Ouais, 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 tout à fait. On fait aussi de la vente sur les gens qu'on a fait investir, mais pas que. On a des mandats de vente. Donc, ouais, je veux bien les coordonner, enfin, ou contactez-moi, ou je sais pas comment on peut faire, Romain. Tu me Ouais, diras. j'ai mis vos mails dans le chat et vous allez recevoir aussi les contacts automatiquement et le replay, bien sûr, puisque tous les webinaires sont enregistrés. Vous recevrez le replay dans 24 heures exactement par email. Ok, Bon, on a pas mal dépassé, on a tout juste dépassé l'heure. On va du coup répondre aux dernières questions. On va rajouter 10 minutes pour répondre aux dernières questions. Donc, posez vos questions maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Euh, alors, est-ce que c'est nécessaire d'avoir tous ces relevés de compte ou de cartes bancaires de l'étranger traduits pour avoir Non. son prêt, je pense? Non. Alors, si tout est en anglais, j'ai pas besoin de traduction parce que nous, on lit anglais et on fait on va dire, on va faire les explications pour les banques et surtout leur dire, voilà, regardez tel relevé de compte, ils ont tant de cartes, ils ont tant de cartes de limites, etc. Voici les paiements. Donc ça, on va faire tout ce travail-là en amont pour les banques. Donc, vous n'avez pas besoin de le traduire si c'est en anglais. Par contre, est-ce qu'il faut toutes les cartes, donner tous les relevés de compte? En fait, ça dépend de la banque. On a des banques pour qui les relevés de cartes bancaires, tout ça, ce n'est pas utile. Donc, elles vont pas les fouiller un petit peu à savoir quel type de dépenses vous faites. Et malheureusement, on a d'autres banques qui vont être un peu plus rigides sur l'utilisation de vos fonds. L'objectif, c'est de voir si vous ne payez pas un crédit à travers ces cartes que vous n'avez pas déclarées. Donc, tout dépend de la banque. Mais on ne vous le demandera pas au début pour éviter d'avoir trop de documents à solliciter. Parfait. On a une question de Régine. Mm. Jusqu'à quel âge est-il possible d'emprunter et sur combien d'années maximum? J'ai envie de dire jusqu'à 80 ans. 80 ans, là, le dernier dossier, le client, il a 60 ans, j'ai pu faire 20 ans. Donc, je pense que les 80 ans, on peut toujours financer à partir du moment où l'assureur est capable de vous assurer et que le prêt est assuré. Donc, dans ces conditions-là, on peut vous accompagner. Allez, Manu, est-ce que tu peux nous donner un avis d'expert sur La Rochelle? sur La Rochelle, c'est un marché relativement patrimonial. Il n'y a pas énormément de rendement. Donc, Mhm. nous, c'est une ville qu'on a travaillé il y a quelques années, mais qu'on travaille beaucoup moins aujourd'hui. C'est pas la ville que je recommanderais en termes de rendement aujourd'hui. C'est toujours la même chose. Après, si vous achetez pour vous faire plaisir et que votre critère n'est pas le rendement, bah, il y a des gens qui vont nous dire, moi, je veux La Rochelle. Ils ont des raisons personnelles, ils ont raison de savoir ce qu'ils veulent. C'est déjà le plus important en matière d'immobilier, c'est de bien connaître les critères. Mais c'est pas la zone, moi, que je trouve la plus intéressante si on parle d'investissement immobilier locatif. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter à La Rochelle. Ça veut dire que là, si vous me demandez en comparaison avec d'autres villes, c'est la réponse que je vous donne. Chamonix. On va faire les villes une par une. Les investissements au ski, moi je suis savoyard en plus, donc j'aime bien. Les investissements à la montagne, il y a quand même des choses, c'est assez spécifique. Souvent on achète dans des résidences où les charges sont élevées. Moi je suis assez souvent allé à Courchevel, dans des résidences qui sont créées par un promoteur qui s'appelle Alpine Résidence, très sympa hein, pour y rester. Et j'avais fait l'exercice parce que je me disais, je me suis vu à un moment acheter peut-être quelque chose. Enfin, en tout cas, je me suis renseigné. Et en fait, les charges et les frais de gestion de la résidence étaient tellement élevés que ça pompait 100% du loyer. C'est-à-dire que le loyer estimé par le promoteur, hein, par lui-même, s'équilibrait avec les charges. Il me disait, ben voilà, ça s'équilibre. Bah oui, mais ça, c'est si je le loue que j'en profite pas. Et derrière, il faut que je paye cash et j'ai aucun retour. J'ai un rendement de 0%, quoi. Donc, il faut bien regarder parce que c'est bien hein, d'acheter à la montagne. Quand on le fait, c'est souvent plus un achat plaisir, mais pas forcément un achat rentable. Voilà. Ou alors, il faut aller dans des stations de moyenne montagne
pour avoir du rendement. Et avec toutes les problématiques qu'on a sur les niveaux d'enneigement aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, ça ne veut pas dire encore une fois, ne le faites pas. Là, on parle d'investissement. Si vous êtes dans une logique où vous avez du cash à placer, vous attendez pas de retour dessus, vous vous dites, bah, moi, la montagne, j'adore, je vais en profiter. Et je pense que les prix vont peut-être monter dans des stations de haute montagne, pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, je vous dirais, visez la haute montagne, parce que le niveau d'enneigement baisse quand même fortement. Moi, je skie tous les ans et c'est de plus en plus compliqué, hein, on le voit, de trouver de la neige. Donc, visez de la haute montagne et n'attendez aucun rendement, hein, en tout cas à court terme. Et dites-vous, bah, je vais viser une plus-value future. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Ok, Voilà. parfait. Ben, on a répondu à toutes les questions. Merci à tous, merci à tous les deux d'être toujours fidèles au poste pour Merci Romain. les webinaires sur Merci. l'investissement en France. Je vous dis à bientôt. Et puis, bien sûr, si vous n'arrivez pas à contacter l'un ou l'autre, euh, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez tous mon mail ou vous avez tous le mail de quelqu'un à French Morning. N'importe quel mail nous arrive directement, même les mails newsletters, voilà, tout ça, ça nous arrive. Et après, on a juste à les forwarder à Givenchy ou à Manuel. Bonne soirée, bonne chance avec cette canicule française Merci. Oh, et à bientôt. À merci Romain. bientôt. À Au très revoir. bientôt. Au À revoir à bientôt. Au tous. revoir.